Au début, quelqu'un crut que Vanita Lindworm, le fils impitoyable d'un marquis d'un roman, était un aristocrate impitoyable. Il réduisit en esclavage, commit d'innombrables atrocités et connut une fin sombre et solitaire. Mais cette personne réalisa l'impensable, elle s'était réincarnée en ce personnage détesté, abandonné, méprisé et voué à la ruine. Dans un grand palais, Vanita était assis devant un miroir, observant son reflet. Il toucha son visage et pensa, alors, c'est le visage de Vanita? Son corps semblait fragile, et il estimait qu'il avait une quinzaine d'années. Bien que ses pensées fussent encore floues, ses souvenirs lui revenaient peu à peu. À son réveil dans ce monde inconnu, il ne savait même pas qui il était. Il se souvenait clairement de ce moment maintenant, son père criant de soulagement que Vanita soit réveillée, et sa mère pleurant, lui serrant la main et l'appelant « Vanichan ». Un majordome et une servante se tenaient silencieusement à l'arrière-plan. Selon eux, il était inconscient depuis 3 jours et 3 nuits. Assis sur son lit, Vanita posa un verre sur la table voisine et songea à tout le peu qu'il avait compris à l'époque. Mais à mesure que des fragments de souvenirs lui revinrent, une prise de conscience s'imposa. Dans sa vie passée, il avait vécu dans un monde totalement différent, fait de gratte-ciels imposants et de rues animées. Des images nostalgiques brûlèrent dans son esprit. Dans ce monde, il avait lu un roman. Le titre lui échappait, mais une chose restait vivante, Vanita y figurait. Méchante jusqu'au bout des ongles, Vanita avait asservi les héroïnes et les avait contraintes à la servitude. Finalement, le protagoniste l'avait vaincue, récupérant les héroïnes. Finalement, Vanita lui-même fut asservie et mourut seule. « Pourquoi suis-je ici ?» se demanda-t-il. « Qui suis-je vraiment ?» Une chose était sûre, s'il poursuivait sur la même voie que le personnage du roman, son destin était scellé. Déterminé à ne pas connaître la même fin tragique, Vanita serra les poings et fit un vœu, il changerait son destin. Dès lors, il commença à rassembler des informations. Il empila des livres sur la table et se dit, c'est l'heure. S'asseyant pour lire, il songea à l'inévitable duel avec le protagoniste. Cela semblait inévitable, un point fixe de l'histoire. Mais y avait-il un moyen de survivre, ou même de gagner? Soudain, ses yeux s'écarquillèrent. Magie, murmura-t-il, incrédule. Dans ce monde, la magie existait des forces élémentaires capables de manipuler le feu et l'eau, et même de modifier les apparences. Par la simple imagination, des sorts pouvaient accomplir l'impossible. Dans le roman original, Vanita n'avait utilisé qu'un simple sort à longue portée appelé flèche de lumière. Mais si sa mémoire était bonne, il existait une magie oubliée depuis longtemps, si puissante et complexe qu'elle était considérée comme impossible à maîtriser. Un mythe au sein du monde. Un peu de fanservice de la part de l'auteur. Et pourtant, il s'en souvenait. Se relevant en titubant sous le choc, le cœur de Vanita battait fort. C'est ça. Il avait trouvé sa chance. Soudain, sa main se mit à briller, et il reconnut la magie de domination, la capacité de manipuler la magie flottant dans l'espace pour contrôler toute matière à volonté. Puis, la lueur s'estompa, et Vanita comprit qu'il lui faudrait un certain temps avant de pouvoir l'utiliser correctement. Pourtant, il sourit, pensant qu'avec ce pouvoir, il pourrait peut-être changer son destin funeste. La scène se déplaça de nouveau au palais, où Vanita dormait. Il marmonnait dans son sommeil, se redressa en bâillant et se demanda si c'était déjà le matin. Il se souvenait avoir passé la majeure partie de la nuit à lire des livres de magie, comme on s'y attendait chez un marquis. Leur collection était impressionnante. Lorsqu'il entendit frapper à la porte, il trouva les gens ici aimables. Une servante entra avec du thé et le salua nerveusement d'un bonjour, lui annonçant que ses vêtements et sa boisson étaient prêts. Toujours assise sur le lit, Vanita lui dit de les laisser là, et elle acquiesça. En reprenant sa lecture, il remarqua quelque chose d'étrange. Les domestiques étaient raides dans leurs mouvements. Voyant ses mains trembler, Vanita comprit que la raison était évidente. Soudain, la domestique cria nerveusement que sa main était sur elle. Vanita baissa les yeux et vit que sa main reposait sur ses fesses. Il répondit distraitement, réalisant son erreur, et la servante s'enfuit rapidement en demandant à être excusée. Regardant sa main, Vanita pensa que la version originale de lui-même avait probablement harcelé les servantes et usé de violence. Sa main avait bougé inconsciemment. Il se dit que même si sa personnalité avait changé après sa réincarnation, les vieilles habitudes avaient la vie dure. Pourtant, il ne pouvait pas se permettre de s'attarder sur ce moment, aujourd'hui était important. En changeant de vêtements, il pensa que 2 raisons principales étaient probablement à l'origine de la chute de Vanita.
La première était sa défaite face au protagoniste. La seconde était la perte de ses 3 héroïnes asservies. Même s'il vainquait le protagoniste, cela ne signifierait rien si les héroïnes le quittaient. Vanita se souvint de leurs noms et de leurs origines. Christina Marsh était une noble de haute naissance dont l'élégance et la fierté la faisaient passer pour tout sauf une esclave. Hildegard était une chevalière étrangère joyeuse et passionnée de combat. Rapina était une bête rare à la fourrure noire et lisse. Vanita pensait qu'aujourd'hui serait sa première rencontre avec eux. C'était l'occasion de nouer une relation solide avec ceux qui étaient liés à son destin. Mais au-delà de la stratégie, il désirait vraiment les rencontrer. Dans ses souvenirs flous, leur visage souriant avait laissé une impression durable. Cependant, lorsque Vanita les aperçut enfin, les sourires dont il se souvenait avaient disparu. À la place, ils se tenaient là, l'air effrayé et sans vie. Leurs yeux étaient creux. Christina l'appela « maître » et Rapina lui demanda quels étaient ses ordres du jour. Vanita les regarda avec tension. Il comprenait que les esclaves qui avaient souffert sous l'ancienne Vanita ne pouvaient pas le voir avec bienveillance, mais il ne pouvait pas laisser les choses telles qu'elles étaient. Il s'excusa de les avoir interpellés si soudainement, disant qu'il voulait simplement les voir. Leurs visages ne s'adoucirent pas. Vanita appela Christina, qui hésita avant de s'avancer. Il se souvint d'une scène du roman où elle le complimentait sur son physique. Si ce moment avait une signification, il pensa qu'il valait la peine de le tester. Alors qu'elle s'approchait, il la salua chaleureusement. Christina rougit et tressaillit, le repoussant vivement en s'excusant. Vanita la coupa doucement, avouant qu'il s'était trop approché et expliquant qu'il souhaitait simplement mieux voir son visage. Il complimenta sa peau douce et ses yeux clairs et perçants, ajoutant que plus il la regardait, plus elle paraissait belle. Christina rougit encore davantage et lui dit de ne pas dire des choses aussi étranges, le traitant d'injuste. Vanita remarqua qu'elle évitait son regard et pensa que Christina appréciait probablement le physique de la Vanita originale. Alors, si quelqu'un qu'elle méprisait la complimentait, sa réaction était logique. Il appela ensuite Rapina, qui tremblait en s'avançant. Vanita se souvint que des trois, Rapina avait probablement été la plus maltraitée par la Vanita originale. Sa petite taille et son caractère calme en faisaient une cible facile. Il se souvint même de scènes du roman où elle était agressée physiquement. Lorsque Rapina s'assit sur ses genoux, rougissante et émettant de petits cris de détresse, Christina, paniquée, lui demanda ce qu'il faisait. Vanita se demanda si Rapina croyait vraiment qu'il allait lui faire du mal. Levant lentement la main, il lui caressa doucement la tête et complimenta sa fourrure, disant qu'elle était si douce qu'il pourrait la toucher sans fin. Rapina rougit encore plus, balbutiant et tremblante. Christina, toujours nerveuse, lui demanda de ne pas être trop brutale. Vanita répondit qu'il voulait juste la toucher un peu plus longtemps, lui demandant si cela ne lui convenait pas. Rapina émit de nouveau son timide et troublé, et Vanita remarqua qu'elle ne semblait pas le rejeter. Il demanda alors s'il pouvait toucher sa queue aussi, et Rapina eut une nouvelle réaction gênée. Christina, rougissant en la regardant, finit par crier à Vanita d'arrêter. Elle tira Rapina à distance et le supplia de simplement leur dire ce qu'il voulait. Rapina resta troublée, et Vanita trouva cela dommage, il avait voulu la toucher davantage. Il se demanda aussi s'il ne venait pas de la rendre encore plus effrayée. En regardant les filles, Vanita réalisa qu'il ne restait plus qu'Hildegard, qu'il observait silencieusement depuis un moment. Elle finit par parler, disant que son maître était fort mais faible mais fort. Vanita, légèrement décontenancée, se souvint qu'Hildegard était la fille d'un guerrier de la tribu des Lépites. Les Lépites étaient un peuple qui respectait la force et protégeait les faibles. Le Vanita originel, dépourvu de force et de pouvoir magique, était celui qu'elle était censée protéger. Mais maintenant, en le regardant, elle sentit que quelque chose avait changé, il n'était plus le même Vanita. Hildegard dit alors qu'elle voulait le combattre pour découvrir la vérité. Vanita, comprenant les valeurs de sa tribu, accepta son défi. Bientôt, ils se retrouvèrent face à face dans un champ ouvert. Vanita se prépara pour le simulacre de combat, prévoyant de tester son nouveau pouvoir. Il invoqua la magie de domination, impatient de voir ce qu'elle pouvait donner en combat réel. Regardant le champ, Vanita affirma que l'endroit devrait convenir et dit à Hildegard qu'il était temps de commencer. Il se rappela qu'Hildegard était la fille des guerriers lépites. Dans un vrai combat, il savait qu'il ne s'en sortirait pas indemne. Mais c'était un simulacre de combat, l'occasion de tester la magie de domination et de voir si elle fonctionnait en combat réel.
Christina cria que c'était bien trop dangereux et insista pour que s'il voulait une simulation de combat, elle puisse le faire à sa place, comme d'habitude. Vanita refusa, prétextant que cela irait à l'encontre du but recherché. C'était l'occasion de prouver à tous qu'il avait changé. Réincarné, il se proclama le nouveau Vanita Lindworm. Christina et Rapina furent toutes deux stupéfaites par ces paroles. Vanita se tourna alors vers Hildegard et lui dit de ne pas se retenir. Hildegard hocha la tête et accepta son ordre. Sans hésitation, elle prit une position de combat et tira immédiatement un projectile de boue. Christina et Rapina haltèrent. Alors que l'attaque fonçait sur lui, Vanita leva la main et tenta d'activer sa magie, mais la boue le frappa en pleine poitrine. Tout le monde se figea. Vanita s'effondra au sol, et Rapina se précipita à ses côtés pour lui demander s'il allait bien. Christina cria que c'était exactement pour cela qu'elle l'avait prévenu, c'était trop dangereux. Toujours allongé par terre, Vanita marmonna de frustration. Puis, se relevant en riant, il admit qu'une telle chose ne fonctionnerait pas parfaitement du premier coup. Il se tourna vers Hildegard et lui dit de revenir, comme la dernière fois. Christina le regarda, inquiète, mais Vanita la rassura, tout irait bien. En s'essuyant la boue du visage, il se rappela que la magie d'Hildegard était basée sur la boue. Il s'attendait à encaisser quelques coups, mais c'était la seule issue. Il leur dit de continuer. Hildegard hocha la tête, un peu hésitante, et reprit le simulacre de combat. Elle tira plusieurs coups de boue coup sur coup. Cette fois, Vanita les esquiva avec brio, surprenant Christina et Rapina. Christina murmura son nom, incrédule. Un autre projectile de boue s'abattit. Vanita le vit venir, leva la main et encaissa l'impact en se protégeant les yeux. Hildegard sourit à cet échange. La scène s'éleva vers le ciel. Vanita se tenait devant elle, son beau visage couvert de boue. En le regardant, Christina murmura son inquiétude quant à son visage en si mauvais état. Respirant bruyamment, Vanita demanda à Hildegard si elle s'amusait. Elle sourit et répondit que, même s'il était encore faible, il était beaucoup plus fort qu'avant et oui, c'était amusant. Reprenant encore son souffle, Vanita annonça que le prochain coup serait le dernier. Il lui dit qu'il allait maintenant lui montrer de quoi il était vraiment capable. L'expression d'Hildegard devint sérieuse. Elle demanda s'ils allaient vraiment se battre. Vanita le confirma et lui dit de l'attaquer de toutes ses forces. Christina et Rapina observèrent la scène avec tension. Hildegard répondit qu'elle allait maintenant utiliser toute sa puissance et commença à chanter. Puis elle cria « Bombe spirale de boue » et lança une puissante attaque magique. Christina et Rapina parurent toutes deux alarmées. Vanita leva la main et invoqua la magie de domination. Le puissant sort fut neutralisé en plein vol. Christina resta bouche bée, stupéfaite, et s'exclama que le maître venait de dévier la magie. Aussitôt après, Vanita s'élança, saisit la main d'Hildegard et utilisa la magie pour sceller ses mouvements. Hildegard tomba au sol, entravée et rougissante. Je ne peux pas bouger. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle, troublée. Vanita s'agenouilla devant elle et lui expliqua calmement que c'était là toute sa puissance. Grâce à la magie de domination, il avait condensé le mana ambiant autour d'eux. À cet instant, même en y consacrant tout son pouvoir, elle ne parviendrait pas à se libérer. Il la rassura, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, le lien se dissiperait bientôt. Mais soudain, Vanita s'effondra au sol. Christina et Rapina crièrent son nom et se précipitèrent à ses côtés. Christina le prit dans ses bras et lui demanda s'il allait bien. Vanita, respirant faiblement, répondit qu'il allait bien et s'excusa en l'appelant « Fuku ». Le sort d'entrave se dissipa et Hildegard, l'air confus, appela doucement son maître. Vanita se tourna vers elle et Hildegard lui dit que ce qu'il avait fait était incroyable, mais qu'il se sentait différent, comme une personne complètement différente. Toujours tendue, Christina demanda ce qu'était exactement un être réincarné. Vanita resta silencieux un instant, puis s'allongea sur le sol et dit qu'il était qui il était et que leur ancien maître, celui qui les avait opprimés, avait disparu. Toutes les trois Christina, Rapina et Hildegard parurent choquées. Christina lui demanda ce qu'il voulait dire par là. Vanita expliqua qu'il savait combien cela devait paraître étrange, mais qu'à partir de cet instant, il allait devoir lutter contre le destin. Pour cela, il avait besoin de leur force. Il appela Christina, et elle répondit rapidement, la voix nerveuse. Puis il appela Rapina, qui répondit doucement. Enfin, il appela Hildegard, et elle répondit avec un sourire.
Vanita les regarda tous les trois et dit que, même s'il leur restait encore beaucoup de choses à comprendre, il espérait qu'ils l'accompagneraient. Levant la main vers eux, il dit qu'il comptait désormais sur eux trois. La scène s'est déroulée dans une rue calme. Quelqu'un pensait que le bar Rio & Pacu était bon marché, rapide, savoureux et idéalement situé près de la gare, un endroit qui comblait tous les critères. Pour un trentenaire célibataire comme Tonami, c'était l'endroit idéal, même pour boire un verre seul. Tonami était déjà assis à l'intérieur lorsque la porte s'ouvrit et que quelqu'un lança « Bienvenue » à une jeune femme qui venait d'entrer. Il lui jeta un bref coup d'œil, puis retourna à son verre, la regardant passer devant quelques clients et s'asseoir à une table. Il sirota joyeusement, savourant le goût, et songea à la place qu'il occupait au comptoir. Depuis quelques mois, c'était sa routine du vendredi soir, venir ici, boire un verre, puis rentrer. Tandis que quelqu'un murmurait à côté de lui qu'il était fatigué, les pensées de Tonami se tournèrent vers le propriétaire, Kana Kurobi, son camarade de lycée. C'est ce lien qui fit de lui un habitué du bar. Kana fit un commentaire sur le fait que manger 10 portions de gyoza était un peu excessif, ce que Tonami acquiesça. Puis elle dit que quelque chose n'allait pas, ce qui le poussa à lui demander si elle parlait des gyoza. Elle secoua la tête et désigna une table d'un signe de tête. Tonami se retourna et vit la fille de tout à l'heure entourée d'un groupe d'hommes. Ils posaient leurs questions indiscrètes habituelles, et « D'où viens-tu » et « C'est ta première fois ». Elle resta assise en silence, visiblement tendue. Kana et Tonami s'inquiétaient toutes deux. Tonami remarqua combien de temps elle était encerclée par le groupe et murmura que c'était peut-être au tour de Kana d'intervenir. Kana répondit que les ordres continuaient de s'accumuler. Au lieu de cela, elle versa du jus dans un verre, le tendit à Tonami avec un sous-verre en papier et lui demanda de le lui apporter. En regardant le sous-verre, il comprit immédiatement son intention. Pendant ce temps, les hommes continuaient de rire et de boire, inconscients de son malaise. Tonami s'approcha, frappa le groupe et dit poliment « Excusez-moi » en lui tendant le verre et le sous-verre. « C'est du propriétaire » a-t-il dit. Derrière le comptoir, Kana leur fit un petit signe de la main. La jeune fille baissa les yeux vers le dessous de verre. Un message manuscrit disait « Vous êtes libre de changer de place, mais seules les places au comptoir sont disponibles. Ce jus de goyave est offert par la maison. » Elle jeta un coup d'œil à Kana et Tonami. L'un des hommes ivres lui demanda ce qu'elle lisait et exigea de le voir. Elle le repoussa d'un « rien », mais il insista. Tonami était retourné à sa place et s'était remis à manger lorsqu'un verre fut soudain jeté sur sa table. C'était la fille. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas boire de jus de goyave, alors il devrait en prendre. Tonami, un peu tendu, répondit que les places au comptoir étaient ouvertes à tous. Elle commanda ensuite un soda citronné à Kana. Tandis que Tonami buvait le jus de goyave, il murmura « Bon sang ». Kana prépara le soda au citron et le tendit à la jeune fille, qui la remercia. Kana lui demanda alors si elle était étudiante et dans quelle école elle était. Toto Guédé, répondit la fille. Les yeux de Kana s'écarquillèrent de surprise. C'est une excellente école, dit-elle. Quand la jeune fille lui demanda si Kana en avait entendu parler, elle expliqua qu'elle y avait elle aussi été élève, mais qu'elle avait abandonné au bout d'un an. Je vois, dit simplement la fille. Kana a demandé quelle était sa spécialité. Peinture à l'huile. Kana sourit. Sympa. Ça me donne envie de reprendre un pinceau. Ça faisait un bail. Tonami prit une gorgée et pensa, froid, aigre et rafraîchissant. Pendant ce temps, Imei dit à Kana que si elle voulait se remettre à peindre, elle devrait le faire. Kana acquiesça, ajoutant qu'il y avait d'autres raisons à son hésitation. Puis elle marqua une pause, réalisant qu'elle avait trop parlé. Désolé, dit Kana. Tonami donne l'impression de ne pas me parler. Imei se tourna vers Kana et demanda, et lui? C'est Seiya Tonami, répondit Kana. C'est un habitué, et un camarade de classe du lycée. Imei parut surprise. Camarade de classe. Tonami, qui entendait, demanda ce qui se passait. Puis il se tourna vers Kana et lui demanda, tu as environ 27 ans, n'est-ce pas? Kana rit. Presque, mais j'ai 29 ans cette année. Les yeux d'Imei s'écarquillèrent. Ah, pardon. Je pensais que tu avais à peu près le même âge que Tonami et tu parlais trop tranquillement. C'est bien, dit Tonami. Mais je travaille déjà depuis 7 ans. Les nouveaux clients me sous-estiment toujours. Je suppose que c'est à cause de mon visage poupin, je n'y peux rien.
Mais tu parles toujours avec désinvolture, ajouta-t-il en jetant un coup d'œil à Imei. Ce n'est pas bien, demanda-t-elle. Il sourit légèrement. C'est bon. Puis, Imei prit le jus de goyave intact posé sur la table. Enfin, je vais le boire. Merci. Tonami haussa un sourcil. Tu n'avais pas dit que tu ne pouvais pas le boire? Je peux en boire, répondit-elle. On peut vraiment boire du jus de goyave. Les gens pensent juste qu'ils n'aiment pas ça sans lui donner une chance. Tonami plissa les yeux. Alors pourquoi as-tu menti? Imei détourna le regard. J'avais peur qu'il y ait quelque chose dedans. Quoi? S'exclama Tonami. Je ne ferai jamais ça. Tous les hommes disent ça, répondit-elle froidement. Kana, observant depuis le comptoir, pensa, elle est plutôt blasée, hein? Imei ajouta rapidement, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Kana, sentant la tension, se pencha et demanda, est-ce qu'il se passe quelque chose? Rien de grave, dit Imei. Je me défoule un peu. Au fait, je m'appelle Irio. Avant que Kana ne puisse en dire plus, quelqu'un l'appela et elle s'éloigna. Tonami se tourna vers Imei. Kana a toujours été un peu étourdi comme ça. Mais, si tu as envie de parler, je t'écoute. Merci, dit-elle. Je travaille à temps partiel dans une entreprise du coin, où je fais de l'illustration et du design. Chaque semaine, nous avons des réunions d'équipe. Le vendredi, demanda Tonami. Elle hocha la tête. Toujours le vendredi soir. Même si on pourrait facilement les faire en ligne, ils insistent pour se voir en personne. Mon collègue est plus jeune, et, je ne sais pas. Tu crois qu'il cherche quelque chose? Tu veux dire, te draguer? Espérant aller boire un verre après? C'est exactement ce qui me dérange. Elle soupira. Devrais-je lui dire directement qu'il n'a aucune chance? Tonami secoua la tête. S'il dépasse les bornes, signalez-le. Ce genre de comportement est contraire au règlement de l'entreprise. Mais est-ce que je devrais quand même travailler avec lui après? Demanda-t-elle. Le salaire est bon? Alors, laisse-lui un indice subtil, dit Tonami. Comme lui montrer l'écran de verrouillage de ton téléphone, ou quelque chose qui suggère que tu as un petit ami. Le visage d'Imei s'illumina. C'est une bonne idée. Tu peux m'aider? Je n'ai pas vraiment de petit ami. Avant que Tonami ne puisse réagir, elle a sorti son téléphone. Mets ta main ici, dit-elle en guidant la sienne dans le cadre. Elle prit une photo. Les couples postent toujours des photos comme ça sur les réseaux sociaux. Tonami, visiblement perturbé, hocha la tête d'un air sec. Oh ouais, on a juste besoin de, parler de trucs, pas vrai. Juste à ce moment-là, une voix s'éleva, hein? Imei-chan? Imei et Tonami se retournèrent tous les deux pour voir un homme s'approcher. Takazan, dit-elle. Bon travail aujourd'hui. L'homme, Takoka, s'approcha et regarda autour de lui. Tu bois souvent dans des endroits comme celui-ci? Imei secoua la tête. Pas vraiment. Takoka dit qu'il connaissait un endroit bien meilleur et demanda à Imei si elle avait le temps d'y aller. Elle refusa, expliquant qu'elle ne buvait pas d'alcool. Pourquoi mens-tu? Insista Takoka en plissant les yeux. Et c'est qui ce type? Imei intervint rapidement. Voici Seiya Tonami, dit-elle, puis se pencha et chuchota à Tonami, c'est le gars de mon travail à temps partiel dont je t'ai parlé. Tonami comprit alors que l'atmosphère entre les deux hommes devenait tendue. Takoka regarda Tonami. C'est ton petit ami? Tonami commença à nier, mais avant qu'il puisse répondre, Imei lui prit la main et sourit. Oui. C'est vrai. On a été à la même université, aussi. Tonami cligna des yeux, confuse, puis comprit, Imei voulait qu'il fasse semblant d'être son petit ami. Takoka parut surpris, son expression hésitante. Je vois, dit-il d'un ton sec, avant de se retourner et de partir. Après son départ, Imei s'excusa. Désolé. Mais c'était une bonne occasion. Elle a ajouté, nous ne paraissons pas si éloignés en âge, donc ça marche. Si cela résout ton problème, c'est bien, répondit Tonami. Imei hocha la tête mais, après une pause, admit, quand même, j'ai peut-être un peu exagéré. Tonami pencha la tête. Que veux-tu dire? Dans les drames romantiques, dit-elle, quand quelqu'un ment soudainement et dit, cette personne est mon amant, cela fait toujours battre votre cœur plus vite, même si ce n'est pas vrai.
Tonami rit doucement. C'était donc ce genre de situation. Oui, mais ce n'est pas très original, a-t-elle ajouté. Et l'originalité, c'est important. Tonami sourit. C'est le genre de choses que j'attends d'un artiste. Je ne suis pas une artiste, dit doucement Imei. Je suis juste une personne normale. Je n'ai pas de monde à moi. Tonami fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Elle hésita, puis expliqua, on critique mon travail pour son manque de vision du monde. On dit qu'il est creux. J'aime simplement mélanger les couleurs parce que ça fait du bien. Il n'y a aucune émotion derrière, aucun message, ce n'est donc pas considéré comme de l'art. Quelqu'un t'a dit ça? Demanda doucement Tonami. Elle n'a pas répondu. Après une pause, il a déclaré, quel que soit le domaine, les gens ne peuvent pas vivre en exprimant tout le temps leurs véritables sentiments. Que entends-tu par vrai sentiment? Demanda Imei. Je veux dire, même moi, je fais semblant, dit-il. Parfois, je me dis, quel patron pourri, mais je m'incline et me montre poli. Ça a l'air dur, répondit Imei. Tonami haussa les épaules. Tous les artistes n'ont pas de nobles ambitions. Certains ont juste des désirs ordinaires, comme tout le monde. Peut-être, dit-elle doucement. Ou peut-être qu'ils parlent de « vision du monde » pour cacher ce qu'ils ressentent vraiment, a-t-il ajouté. Les yeux d'Imei s'illuminèrent légèrement. C'est vrai. Tu es une personne unique, lui dit Tonami. Elle le regarda, un peu surprise. Il a ri. Je veux dire, tu bois du jus de goyave dans un bar. En rougissant, Imei dit, je ne l'ai même pas commandé moi-même. Elle le prit et en but une gorgée. Derrière le comptoir, Kana a crié, tu veux un autre verre? Imei hocha la tête. Oui, bien sûr. Puis elle se tourna vers Tonami. Tu viens souvent ici? Juste le vendredi, répondit-il. Peut-être. Elle sourit. Sans raison particulière. J'étais juste curieuse. Tonami pensa en lui-même, un vendredi soir ordinaire, à mon bar habituel, c'est là que j'ai rencontré Imei. La scène a changé. Tonami se tenait au comptoir, un verre à la main. Encore un vendredi soir de bonne heure, pensa-t-il. Il but sa boisson d'un trait, claqua son verre et laissa échapper un « pouah » satisfait. Tandis qu'il savourait l'instant, Tonami remarqua Imei au bar. Elle parlait à Kana. « Je prendrai un shochu mélangé à du jus de goyave, » dit Imei. Kana sourit. « J'arrive tout de suite. » Tanomi, l'air tendu, aperçut Imei et pensa « Hein. Imei ?» Puis il la salua d'un « bonsoir » crispé. Quand Imei le vit, elle répondit joyeusement « bonsoir ». Toujours tendu, Tanomi demanda « Une autre réunion aujourd'hui ?» Non, répondit Imei avec un sourire. C'est loin maintenant. Alors c'est différent. Tanomi marqua une pause, perplexe. Pourquoi est-elle là alors? Se demanda-t-il. Aurait-elle pu venir me voir? Mais il chassa rapidement cette idée. Impossible, j'y réfléchis trop. Soudain, Imei s'approcha, le regarda dans les yeux et lui demanda avec un sourire taquin, « Tu pensais que je suis venu ici pour te voir ou quelque chose comme ça ?» Troublé, Tanomi posa son verre et balbutia, « Non. Je ne pensais pas que... » Pas du tout. Imei rit doucement. Dommage. J'espérais que tu dirais oui. Alors que Tanomi continuait à boire pour cacher sa gêne, Imei dit soudainement, « En fait, je suis venu te voir. » Tanomi se figea. Quoi? Imei poursuivit, « Pendant que je me préparais, je n'arrêtais pas de me demander, Tanomi-san sera-t-elle là ce soir? J'ai pris une douche, choisi ma tenue, me suis coiffé, maquillé, et j'ai pris le train jusqu'ici. » Tanomi la regarda, sans voix. « Et alors ?» demanda-t-elle d'un ton enjoué. « Qu'est-ce que tu en penses? » Il cligna des yeux. « Qu'est-ce que j'en pense? » Imei rit de nouveau, les yeux brillants. Tanomi comprit qu'elle le taquinait. Elle appréciait ses réactions. Il soupira et céda. « Ouais, ouais. Merci, je suppose. » Imei sourit. « C'est ce que j'aime chez toi. » Tanomi marmonna, « Nous ne nous sommes rencontrés que 2 fois et tu m'agaces déjà. » Et c'est aussi ce que j'aime chez toi, répondit-elle avec un sourire narquois. Normalement, quelqu'un de plus âgé dirait, tu ne devrais pas être aussi impoli avec tes aînés. Mais toi, tu dis, c'est seulement la 2e fois, hein?
Tanomi sourit légèrement. Bon, j'ai toujours la même apparence, mais oui, tu as raison. Juste à ce moment-là, Kana est revenue avec un verre. Désolé pour l'attente, dit-elle en le tendant à Imei. Merci, Kana, dit Imei en prenant son verre. Puis, regardant Tanomi, elle leva son verre. On trinque? Tanomi rigola. Bien sûr. Ils trinquèrent. Santé. Alors qu'ils buvaient ensemble, Tanomi pensait, d'une manière ou d'une autre, pour la 2e semaine consécutive, nous avons fini par boire seuls, ensemble. Imei poussa un petit soupir, puis, avec un léger rougissement, appela doucement son nom. Tanomi sent, de toutes les étapes de la vie comme l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, avec quels amis t'entendais-tu le mieux? Il la regarda, pensif. Je dirais, probablement le lycée. Je suppose. Je m'en doutais, répondit-elle en hochant la tête. Tanomi a poursuivi, je n'ai pas vraiment noué de lien avec les gens à l'université. Et à cet âge, c'est plus difficile de se faire de nouveaux amis. C'est vrai, dit Imei. Tu t'es fait des amis au travail? Il secoua la tête. C'est encore pire là-bas. C'est du donnant-donnant, du profit et des pertes. Ce n'est pas ce genre d'environnement. Avez-vous rencontré de vrais amis depuis que vous avez commencé à travailler? Tanomi se tut, réfléchissant au mot « ami ». Il jeta un coup d'œil à Imei. Ce n'est pas vraiment de l'amitié entre nous, pensa-t-il. C'est seulement la 2e fois que nous nous rencontrons. Il a finalement dit, depuis que j'ai commencé à travailler, non, il n'y a eu personne comme ça. Imei sourit doucement, puis se pencha un peu plus près. Exactement ce que j'attendais de toi, dit-elle. Tanomi se tendit. Qu'est-ce que ça veut dire? Rougissant légèrement, Imei répondit, si tu m'avais simplement accueilli avec un ennuyeux « oh » et « Imei », je n'aurais probablement pas eu envie de revenir la semaine prochaine. Les yeux de Tanomi s'écarquillèrent de surprise, puis un sourire s'adoucit. Il laissa échapper un rire discret, ses joues se teintant de rose. On dirait que j'ai été sauvé de justesse, pensa-t-il.